bienvenue dans le webinaire jobup.ch. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est réussir votre CV, passer la présélection et décrocher des entretiens avec Denise Duby. Je suis ravie, Denise, de t'avoir pour ce webinaire aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Mylène, je serai la modératrice de ce webinaire aujourd'hui. Je vous envoie directement le lien de mon profil LinkedIn dans le chat pour ne pas louper les prochains webinaires. Avant de commencer, quelques petites informations pratiques. Ce webinaire est enregistré et on vous enverra le replay directement par email. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. On a Myriam qui est avec nous dans la salle, qui voit toutes vos questions et qui va en sélectionner quelques-unes pour qu'on puisse les aborder en fin de webinaire. On prendra environ 10-15 minutes en fonction de savoir si Denise est en retard ou pas pour Je serai à répondre, l'heure, je serai à l'heure. pour répondre à vos questions. Et d'ailleurs, pour nous rassurer, est-ce que vous pouvez nous dire que tout fonctionne bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? On aime bien démarrer un webinaire en sachant que tout fonctionne. Je vois qu'on est de plus en plus de participants, donc merci à vous d'être là et vous allez apprendre plein de choses. J'en profite pour commencer ma petite introduction pendant que Myriam regarde le chat. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore jobup.ch, c'est la plateforme d'emploi numéro 1 en Suisse romande. Plus de 70 000 nouvelles offres sont publiées chaque mois dans tous les secteurs d'activité et pour tous les postes. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez créer une job alerte en quelques clics et recevoir directement par email les offres qui correspondent à vos critères. Est-ce qu'on est tout bon, Myriam? On est tout bon. Génial. On peut commencer. Alors, je suis ravie de t'accueillir, Denise Deby. Je te laisse te présenter. Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, moi-même, je m'appelle Denise Duby, comme vous avez pu voir. Donc, je suis suissesse. J'ai occupé plusieurs fonctions dans différentes sociétés en Suisse, avec toujours un rôle de recrutement, évidemment. À ce jour, je suis senior job coach et j'anime aussi des formations. J'ai accompagné un peu plus de 2000 personnes à ce jour, ça va vite. Ouais, Heureusement, les personnes, à peu près 80%, ont trouvé déjà un emploi énorme. grâce à l'accompagnement. Donc, on est content. Sauf erreur, il y a aussi le lien de mon LinkedIn à ce moment dans le chat. Et Myriam me fait signe, donc ça semblerait que c'est le cas. Donc, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Petite information concernant Labo CV, donc l'entreprise pour laquelle je travaille et je suis en charge. Donc, on est une entreprise suisse, évidemment, et on est aussi partenaire de JobUp. Et comme vous pouvez voir, on a quelques avis sur Google. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Par rapport aux services qu'on fournit, brièvement, donc on est vraiment une agence spécialisée dans l'aide à la recherche d'emploi. On est actif dans toute la Suisse et on est là vraiment pour créer, on va dire, la carte de visite de l'emploi, comme j'aime bien dire. Donc, on s'occupe du CV, thématique du jour, comme vous l'avez compris, la lettre de motivation, l'optimisation du profil LinkedIn. Tout ça en 3 langues, français, allemand, anglais. On s'occupe des photos pro. On va aussi parler des photos aujourd'hui. Et on s'occupe aussi des préparations d'entretien d'embauche. Voilà, vous savez tout sur ce que je fais. Trop bien. On va pouvoir commencer. Hop. Exactement. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, la thématique, c'est le CV. Donc on va parler surtout de la structure du CV. On va vous montrer quelques exemples qui fonctionnent bien. On va parler des ATS. Difficile de parler du CV sans parler des ATS. Si certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est un ATS, comme je mentionne ce nom, vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer plus tard. Et comme l'a dit Mylène, on attaquera aussi une série de questions afin que je puisse répondre à vos différentes questions à la fin. Trop bien. Donc, pour commencer, peut-être juste une information pour mettre des chiffres là-dessus. Donc, on voit quand même que le CV, ça reste le document phare de la postulation. On sait qu'il existe aussi maintenant des dating, job dating, etc., qui sont en train d'exister, ce qui est super. Toutefois, le CV reste le document phare numéro 1 de la candidature. Et ce qui est intéressant ici de retenir, c'est qu'on voit quand même que la lettre de motivation, j'ai souvent des clients qui me disent, mais Denise, est-ce que finalement la lettre de motivation en 2024-2025, elle vaut encore la peine? Eh ben, on le voit ici sur ce slide, 57% des recruteurs jugent quand même la lettre comme encore utile et importante. Donc oui, la lettre fait la différence encore. Eh ben, pour s'échauffer, on vous a préparé un petit sondage. Donc, vous pouvez mettre directement la réponse dans le chat, A, B ou C. Donc, la question, c'est combien de temps un recruteur passe-t-il sur votre CV avant de décider s'il retient votre candidature? Donc, si vous pensez que c'est A, si vous pensez que c'est 2 minutes, vous pouvez mettre A, 30 secondes la B,
et 7 secondes, C. Je pense que ce sera assez intéressant. C'est souvent une question qui vient pas forcément de la part de mes clients, mais c'est vrai quand on parle de cette thématique du temps accordé à la lecture d'un CV, c'est souvent assez, surprenant. Je ne veux pas vous donner On trop donne pas d'indices, d'indices, ouais. sur la durée qu'un recruteur passe à scanner d'une certaine manière, le CV. Alors Myriam nous dit qu'il y a plutôt, des réponses C, 7 secondes et un petit peu de B. Donc OK. on est pas mal, hein? Mmh. On On va est pas regarder mal. ça, ensemble tout de suite. Alors, je dirais que vous êtes plutôt, réaliste, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les évaluations, les analyses, varient par rapport à cette, donnée, mais on est habituellement entre, 5 et 10 secondes, donc surtout pour démontrer que ça va extrêmement vite. On n'a pas un recruteur n'a pas le temps de lire un roman, non. On va à l'essentiel et vous voyez sur la partie de droite un eye tracking, donc c'est une manière d'observer en fait comment est lu et vu en fait un CV. Et donc ça c'est le modèle F, comme on voit, il y a une sorte de F qui apparaît. Ce qui est important de retenir ici, c'est de voir que c'est surtout la partie sur le haut, donc la partie supérieure, où il y a habituellement le nom, prénom, les compétences clés, et ensuite on va regarder les expériences professionnelles. C'est souvent cette partie-là qui est vue en premier. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas observé, évidemment, mais c'est sur cette partie-là que la partie décisionnelle, qui est très rapide, va se faire. En tout cas, 10 secondes, c'est vrai que c'est très peu. Donc, Oui, hyper important de bien préparer son document et absolument. d'avoir un document vraiment parfait. Oui, c'est pas quelque chose qu'on fait en 2 minutes sur le bord de la table. Non. Je vous conseille pas en tout cas. Ça, c'est pour vous montrer par rapport à imaginons qu'on ait une offre d'emploi qui est publiée sur JobUp, à titre d'exemple. On va recevoir, selon les profils, selon les postes, selon la période, bien sûr que ça peut varier, mais prenons ici un exemple de 100 candidatures reçues pour un poste spécifique. On voit que finalement, pour un candidat recruté, il y a peut-être une petite dizaine d'appels pour peut-être 3 à 4 entretiens physiques. Ça démontre la quantité, en fait, de concurrents, d'une certaine manière, que vous avez lorsque vous postulez et à quel point c'est important de nouveau pour relever l'importance du CV qui doit vraiment se démarquer et qui doit correspondre au poste. Mais ça, on va le regarder tout de suite. Puis finalement, le CV, c'est vraiment le document qui va permettre de décrocher un appel téléphonique. Absolument. Le rôle du CV, c'est pas juste de faire un roman, de parler de sa vie professionnelle. C'est un décrocheur d'entretien, comme je l'appelle. Donc, c'est sa carte de visite professionnelle. Vous l'appelez comme vous voulez, mais le but, clairement, est de décrocher l'entretien. Absolument. Donc, je le dirai jamais assez. J'aime bien cette image qui démontre que votre CV, c'est vraiment votre vitrine. Comme je dis, c'est pas un roman. On n'est pas là pour expliquer toutes les choses qu'on a pu faire, bien que je suis sûre que vous êtes des candidats super et que vous avez plein de compétences. L'idée, c'est vraiment d'avoir un CV qui soit un document qui soit attractif, qui soit beau, comme par exemple quand on se balade dans une rue et qu'on voit une belle vitrine, on aura envie de rentrer, on aura envie de la visiter. Finalement, le CV, le contenu est essentiel, mais la forme également. Donc n'oubliez pas que c'est vraiment un outil de vente finalement aussi, le CV. Attaquons le sujet principal pour lequel vous êtes là, donc la structure du CV. Ce qu'on va faire ce matin ensemble, ce midi, c'est qu'on va parcourir les différentes rubriques, les différentes catégories du CV, afin que je puisse vous dire qu'est-ce qui est recommandé et ce qu'il est aussi un petit peu moins, que je vois encore trop régulièrement. Donc, on va regarder ça ensemble de suite. Donc voilà, ça, vous avez ici, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment on va procéder. Donc, vous avez le document vide et on va le créer ensemble au fur et à mesure. Et je vais chaque fois vous donner un petit peu les conseils de ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire. Un élément important, donc vous voyez chaque fois le haut, le titre du document. Prenez vraiment le temps de faire une sorte aussi de bilan. Alors, c'est pas la thématique du jour, mais pourquoi j'annonce, je pense important de mentionner ça. Il faut définir un objectif clair. Trop souvent, je vois encore des CV où il n'y a pas d'objectif. Moi, j'aime bien dire, on monte jamais dans un train sans connaître la destination. Finalement, le CV, on n'envoie pas un CV sans savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, c'est un petit peu la même chose. Donc, s'il vous plaît, mettez des titres sur vos CV, nom, prénom, assez standard, le titre du poste actuel ou le poste visé. Et je vois encore trop souvent des titres curriculum vitae, ça se fait plus, on n'est plus en 1920, excusez-moi. Pas de titre du tout, cher recruteur, débrouille-toi pour savoir pour quel poste je postule. N'oubliez pas que le recruteur
a souvent beaucoup d'offres d'emploi ouvertes, ne recrute pas qu'une seule personne. Donc, soyez assez efficace et mentionnez directement pour quel type de poste vous postulez. Des titres génériques ou pas de détails du tout, trop de détails, type je t'écris un roman, cher recruteur, tu as tellement le temps de lire mon CV que je t'écris un roman. Donc, non, on évite ça. Et puis finalement, le travail d'introspection, je pense, c'est limite le plus difficile à faire, de Hmm. savoir vraiment quel est mon objectif, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que j'ai fait. C'est pas forcément, enfin, moi je dirais que c'est limite le travail le plus difficile. Absolument, c'est quelque chose qui, selon les profils, est plutôt facile ou plutôt complexe. On a parfois aussi des candidats qui ont plein de compétences, qui sont hyper polyvalents et qui pourraient occuper plusieurs postes. Et comment C'est est-ce qu'on ça. gère ça? Bon, il y a plusieurs réponses, mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu plus complexe que pour d'autres personnes. Je te rejoins, oui, absolument. Ensuite, on arrive à la photo. Alors ça, c'est toujours une question qui fait un peu débat et qu'on ne sait pas si vraiment il faut mettre une photo. Oui, je la mets, je la mets pas. J'ai pas envie d'être jugée sur ma tête, etc. Donc, je comprends complètement. Donc là, vous voyez juste un exemple avec et sans. Donc là, pour vous répondre, on va utiliser une statistique pour que ce soit pas juste mon avis personnel. On va prendre une statistique qui vient de JobCloud, en l'occurrence, qui a demandé à un grand nombre de recruteurs en disant, cher recruteur, est-ce que tu veux plutôt des photos sur tes CV ou pas? Et la stat est assez suisse comme résultat. 49% des recruteurs estiment la photo comme importante. Donc 51, ça ne veut pas dire qu'ils l'estiment pas importante, mais que ce n'est pas forcément essentiel pour eux. Moi, j'ai envie de dire photo, ça rend quand même le... C'est pas obligatoire de mettre une photo, on le voit bien ici avec ce chiffre-là. Mais soyons honnêtes, un CV avec une photo, ça attire quand même un peu plus l'œil et ça humanise votre profil. Donc moi, je suis d'avis que c'est bien d'en mettre une. Par contre, il y a quelques recommandations sur la photo. On évite la photo passeport, même si vous l'avez, que vous l'avez fait récemment, ça ne correspond pas pour une photo Non. professionnelle. Le selfie où vous étiez très bronzé, vous étiez magnifique, etc. C'est super, mais pas pour le CV non plus. Le filtre non plus. La photo ancienne où voilà, on se trouvait peut-être plus à son avantage ou je ne sais pas quels sont les arguments, ça va pas non plus. Donc on va vraiment favoriser une photo professionnelle, récente, avec un fond le plus neutre possible, le plus professionnel. Idéalement avec un sourire. Souvent, j'ai cette question disant, est-ce Mhm. que je dois sourire sur une photo? Oui, c'est comme un entretien. Quand on a une personne qui sourit, on a plus envie, c'est plus engageant qu'une tête peut-être un peu plus fermée. Et idéalement, bien sûr, d'un angle de face, c'est quand même plus professionnel. Donc on arrive ensuite à la partie, donc comme vous allez le voir, on va commencer par compléter la partie de gauche du CV d'abord. Donc on a la partie à mon sujet qu'on peut aussi appeler contact, information personnelle. Le titre peut varier, il n'existe pas la Bible du CV qui dit qu'il n'y a qu'une manière de faire, Dieu merci. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on a beaucoup la question et souvent on nous pose, mais c'est quoi les règles? Est-ce que vous pouvez Hmm. nous les donner et nous les lister? Et c'est vrai que bah, il y a des recommandations, mais il n'y a pas vraiment de règles fixes. Absolument. Comme je le dis souvent, j'aime bien dire cette phrase que, voilà, en effet, la Bible n'existe pas. Il existe des recommandations, il existe des checklists, etc., etc. Mais selon le profil, selon le niveau d'expérience, selon l'industrie, etc., on va voir qu'il y a certaines rubriques qui varient. Et ça, on va aussi l'aborder plus tard. Donc, par rapport à cette première section avec les informations coordonnées, on va évidemment mentionner un email pro. On évite un email avec le nom de votre chat, je rigole, mais c'est des choses que j'ai vues. Évidemment, un numéro de téléphone. Parfois, je vois des personnes qui en mettent deux. Non, c'est pas au recruteur de choisir si vous appelle sur tel numéro ou tel numéro. Mettez-en un où vous allez répondre. L'adresse, vous pouvez choisir, mettre l'adresse complète ou l'adresse uniquement la ville. Les deux correspondent très bien. Date de naissance, parfois on me dit oui, j'ai pas envie de la mettre, etc. Parce que finalement, j'ai peut-être un âge qui est moins un avant, enfin qui pourrait être un frein dans le processus de recrutement. J'entends le point. Il est vrai que le marché de l'emploi est parfois plus difficile pour une certaine catégorie d'âge. Ça, c'est vrai, on peut pas le nier. Toutefois, en voyant le parcours, on sait assez vite l'âge que vous avez. Et j'ai envie de dire, soyez vous-même. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Donc, si on vous juge sur cet aspect-là, est-ce que vous voulez vraiment travailler pour une personne qui vous juge sur votre âge?
Ça, je vous laisserai répondre. Ensuite, la nationalité, si vous n'êtes pas de nationalité suisse, très important de mettre le permis de travail, permis de séjour que vous avez. C'est quelque chose une particularité très suisse. On a parfois des modèles de CV qui existent en ligne où cette information ne figure pas et du coup, ça passe à la trappe. Donc, attention à ça. Vous pouvez aussi mentionner, si ça fait sens, permis de voiture, etc., etc. Et pourquoi pas le profil LinkedIn, c'est toujours un plus. Pour autant que le profil soit à jour. J'ai parfois des candidats qui mettent le profil, le lien, parce qu'ils trouvent ça pro, mais finalement, bon, le profil n'est pas du tout à jour, donc c'est pas forcément recommandé. Et quand tu dis à jour, c'est-à-dire qu'il faut avoir exactement les mêmes informations, la même photo, ou est-ce qu'il faut que ce soit différent? Alors, Comment ça se c'est passe? pas du copier-coller. L'idée, c'est vraiment d'avoir une cohérence. Ok. C'est comme dans tout. Dans la recherche d'emploi, c'est surtout la cohérence. C'est encore mieux si on a une même ligne graphique. Ça, c'est vraiment l'effet waouh si on a la même ligne graphique sur le CV, sur le LinkedIn. Mais oui, c'est qu'on retrouve les mêmes infos, les mêmes postes que vous avez occupés, etc., etc. C'est quand même important, ouais, tout à fait. Ensuite, on arrive aux langues. Donc, on est dans un pays où on a, pour notre petit pays, juste 4 langues nationales. Que ça. Comment faire pour faire les choses compliquées? Venez en Suisse. Et du coup, c'est vrai que la partie langue est vraiment essentielle sur les CV en Suisse. Vous voyez d'ailleurs dans les offres d'emploi, il y a souvent plusieurs langues qui sont demandées. Donc, comment lister ça? Alors, vous allez déjà lister les différentes langues que vous maîtrisez, souvent de la mieux maîtrisée au moins maîtrisée. Et ensuite, il faudra les décrire. Et idéalement, mettez le niveau avec l'échelle européenne qui va de A1 à C2. Pas obligatoirement nécessaire d'avoir un diplôme qui atteste du niveau. Ça permet en fait d'avoir une compréhension, on va dire, unanime, parce que finalement, si on dit bonne compréhension, ça peut prêter un peu à interprétation pour le recruteur et tout d'un coup, on vous pose des questions en entretien et ça peut être un peu malaisant pour tout le monde si vous n'arrivez pas à y répondre. Donc attention à ça, de bien mentionner les différents niveaux. Et idéalement, moi, je dis intermédiaire, enfin élémentaire, intermédiaire à avancé ou niveau professionnel en mentionnant toujours cette échelle de A1 à C2. C'est ma recommandation. On arrive à la partie informatique. Alors ça, évidemment, que pour certains profils qui nous écoutent aujourd'hui, vous allez dire, mais moi, l'informatique, ça ne fait pas forcément sens. En effet, c'est une rubrique qui est, on va dire, optionnelle selon les domaines dans lesquels vous êtes. Ici, important de noter les logiciels les plus familiers. On va éviter de noter des logiciels qui sont utilisés que par une société, qui ont été développés pour une société, parce que ça ne va pas parler aux différents recruteurs. Et si on en a beaucoup, on peut pourquoi pas mettre des catégories type ERP, CRM, Adobe, etc., etc. On va éviter des barres de progression. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est très joli, ça rend le CV très attractif, etc. Mais c'est pas idéal. On va aborder cette thématique aussi au niveau des ATS et on n'a pas forcément besoin de connaître le niveau informatique à moins que vous soyez dans le domaine de la créativité, du marketing, où là, on a vraiment des logiciels bien spécifiques avec des niveaux qui sont parfois assez exigeants. Et on évite aussi des anciens logiciels où le terme n'existe, enfin le nom n'existe plus parce qu'on y a travaillé. On a travaillé dessus en 2010, mais le logiciel n'existe plus. Donc ne le mettez pas, ça sert à rien. Et on arrive aux intérêts. Donc les intérêts, parfois on se dit, mais est-ce que c'est vraiment utile encore de mettre les intérêts? Oui, c'est intéressant de mettre vos hobbies, vos intérêts. Par contre, attention, ne mettez pas des intérêts un peu bateaux. Je vous explique. Bateau, j'entends par musique, gastronomie et sport. Bien que vous aimiez ces choses-là, je trouve ça super, soyez assez spécifique. C'est aussi une manière finalement pour le recruteur d'échanger sur une thématique autre que purement vos compétences, purement votre travail. Exemple, on a ici sur l'exemple qui s'affiche course à pied, marathon en 2024. On est bien d'accord qu'il n'y a pas tout le monde qui fait des marathons. C'était juste à titre d'exemple. Euh, mais voilà, si on a un recruteur qui est aussi qui fait aussi du sport, qui fait de la course à pied, que sais-je, c'est chouette aussi d'échanger à ce sujet-là. Ça permet d'avoir un niveau de conversation aussi autre, d'une introduction un peu plus sympathique. Et ça démontre aussi finalement de la rigueur, ça démontre de la créativité, pourquoi pas, si on aime des activités manuelles, que sais-je. Ça démontre aussi des traits de personnalité qui sont intéressants. Pareil pour le sport d'équipe, etc. Voilà, j'ai souvent voilà, des personnes qui font du sport, donc du sport d'équipe, ça démontre qu'on sait s'entraîner ensemble, qu'on sait gagner ensemble, mais qu'on sait aussi perdre ensemble. Donc, c'est aussi des choses qui sont très importantes dans certains postes où il y a aussi les parties plus leadership qui sont recherchées.
Est-ce que c'est OK si on renomme la catégorie loisirs au lieu d'intérêt ou est-ce que ça a une importance particulière? Très bon point, bonne question. C'est vrai qu'ici, on a mis intérêt, donc de nouveau, il y a pas la bible du CV, mais on peut la nommer, intérêt, hobby, loisir, activité, extra-professionnelle. Là, ce serait pas forcément des intérêts, mais ça pourrait être Ouais, des choses dans lesquelles on est très engagé, mais absolument, tout à OK, fait, ouais. d'accord. Mmh. Et ensuite, on arrive aux références. Donc, les références, pour petit rappel, c'est des personnes, en général, c'est deux, trois personnes maximum, idéalement avec lesquelles on a collaboré de manière assez étroite, que le recruteur peut contacter pour avoir un avis, etc. C'est souvent des gens que le recruteur va contacter en toute fin de processus afin de soit d'avoir la validation que cette personne est bien la personne qu'on recherche ou tout simplement d'avoir un autre avis ou parfois ça peut aussi départager les candidats, quand on en a 2 qui sont topissimes, ça peut aider d'avoir, l'avis de quelqu'un d'autre et donc moi, je recommande de mettre disponible sur demande. Alors à nouveau, ça, c'est une recommandation que je dirais que je fais moi en tant que job coach. Ça ne veut pas dire qu'il y a que cette manière-là de faire. Pourquoi je recommande ça? Je trouve intéressant, en fait, tout simplement aussi de savoir où est-ce qu'on en est en tant que candidat dans le processus de recrutement. Si le recruteur nous demande nos références, c'est qu'on est en toute fin du processus. Ça permet d'autre part aussi de rappeler les personnes de référence pour faire un petit topo. Ben voilà, j'ai eu un entretien pour tel poste, etc. J'ai donné tes coordonnées comme tu avais déjà préalablement validé. Sache que tout s'est bien passé. Il y a ce point et ce point. Ça permet aussi d'être, voilà, de donner un peu un fil rouge à la personne qui va être appelée. Donc, c'est pour cette raison-là que je pense que c'est bien, en tout cas, nous, on le fait souvent comme ça, disponible sur demande. Du coup, tu recommandes pas forcément de mettre directement les coordonnées, parce que je l'ai déjà vu, Oui. directement les coordonnées des références. Est-ce que Ouais, c'est un bon point. Comme je dis, la majeure partie du temps, on met disponible sur demande, pardon, voilà, pour l'explication que je viens de donner. Toutefois, des fois, ça fait sens de le mentionner quand même. J'ai récemment eu, une candidate pour qui ça faisait vraiment sens, alors c'était un cas, elle était, je crois, assistante juridique, si je me OK. souviens bien. Et c'est vrai qu'elle a travaillé dans des cabinets de renommée. Et on sait quoi, là, dans le domaine des cabinets, des différents avocats se connaissent relativement bien. Donc, si on a travaillé pour une personne Mmh. de renommée ou reconnue sur la place, d'avoir une référence, j'aime pas dire de prestige, mais vous m'aurez compris, ça peut être un avantage également. Donc après, c'est aussi un peu du cas par cas. Ouais, Et j'ai envie de dire, après, il faut que vous soyez à l'aise avec ce que vous envoyez. Je crois que c'est le plus important. Mmh. c'est ça. Un peu comme la photo finalement. Oui, voilà, il y a pas c'est pas toujours, oui ou non clair, heureusement. On peut quand même y mettre un peu sa touche. C'est un document, avec une touche humaine, donc chacun peut y mettre un peu sa touche personnelle, absolument. On arrive aux compétences. Donc, compétences clés, ça, c'est vraiment une rubrique qui est essentielle sur le CV. Je vois encore beaucoup de CV qui n'ont pas cette partie-là. Donc là, à nouveau, en termes de terminologie, ça peut s'appeler compétences clés, ça peut s'appeler profil, etc. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir les compétences les plus représentatives, idéalement utiliser aussi les mots-clés qui viennent de l'offre d'emploi et d'être super concis. On va éviter une longue liste de compétences, parce que je vous rappelle qu'on a vu avant sur l'image où il y a le eye tracking pour voir finalement où est-ce que les recruteurs regardent. C'est surtout sur le haut, et donc on est au cœur de cette partie-là. Donc très très important d'avoir une formulation très claire, très précise, et on évite des énormes blocs de texte. Je vous rappelle qu'on est entre 5 et 10 secondes à lire le CV, donc un bloc de texte est moins lisible qu'une liste de points. Et des compétences trop vagues, parce que finalement, on se dit, bon, je mets un petit peu tout ce que je sais faire, de manière à montrer ma polyvalence. Non, on évite ça, on évite. Et surtout, c'est une partie hyper importante à personnaliser selon l'offre d'emploi. Donc le CV unique, technique d'arrosoir, excusez-moi l'expression, on utilise le même CV pour tous les postes parce qu'on est un peu en mode fourre-tout, on a tout mis dedans. Non, on fait pas ça. On évite du moins. Si vous voulez avoir du succès, c'est pas la bonne stratégie. Donc vraiment, faites un effort sur cette partie-là. C'est super important. C'est pas évident, j'en suis consciente, de créer cette partie des compétences clés. Dites-vous vraiment, d'un côté, vous avez une offre d'emploi, de l'autre côté, vous avez vous, en tant que candidat, avec des compétences. Quels sont les points qui coïncident, quelles sont les raisons pour lesquelles le recruteur devrait m'engager? Mettez-les en avant. Vous avez plein de compétences, dites-le. C'est un outil de vente.
vraiment très important. Et par exemple, je pense aux personnes qui sont en reconversion, qui ont besoin d'expliquer un peu plus leur Mhm, parcours. Est-ce que c'est ici que qu'on peut le mettre? Est-ce que c'est dans cette rubrique? Je pense notamment quand il y a marqué profil, par exemple, et que... mhm. Alors pour les CV pour les personnes qui font des reconversions, c'est des CV qui sont un petit peu différents parce qu'on va Ok, chercher des compétences transverses, comme on appelle. Donc on va chercher quelles sont les compétences que la personne a pu acquérir au cours de ces différentes expériences qu'elle pourrait mettre en valeur pour ce nouveau poste. Pour les reconversions, souvent, il y a une partie en effet profil où il y a une sorte de petite introduction qui ok, explique le changement de direction de manière juste à contextualiser un petit peu. C'est vrai qu'on a parfois des candidats qui postulent à un certain type de poste et on ne comprend pas parce qu'on se dit mais c'est pas ce qu'il a fait avant, donc exact. est-ce que c'est une erreur Et en fait, si on a cette partie intro, ça permet de contextualiser un petit peu et de poursuivre la lecture, absolument. Ok. Mm. Les expériences professionnelles. Donc là, on est de nouveau au cœur du CV, comme vous pouvez l'imaginer. Un élément important, donc c'est un ordre antéchronologique, donc c'est-à-dire qui va du plus récent au plus ancien. Donc la première ligne sera votre poste actuel ou le dernier poste occupé. Vous allez évidemment mettre d'abord le titre du poste, non pas l'entreprise, même si c'est une entreprise prestigieuse, même si c'est un super nom, etc. Mettez le titre du poste, c'est ce que je vous recommande. En premier, les dates auxquelles vous avez occupé le poste, idéalement mois, année, d'avoir à chaque fois la même structure. Et bien sûr, le nom de la société, ça va de pair. Et idéalement, on va aussi mentionner où est-ce qu'elle est basée. Après, si on est en télétravail uniquement, etc., pourquoi pas le mentionner, mais c'est quand même bien de comprendre pour quel type de société vous avez travaillé et où est-ce qu'elle se situe. Ensuite, un élément très important par rapport aux tâches, ne mettez pas à nouveau des blocs de texte. Je vous rappelle qu'on lit très rapidement un CV, on va aller à l'essentiel. Donc, commencez par des verbes d'action, soyez concis, allez à l'essentiel, mentionnez les différentes choses que vous avez pu faire et surtout, idéalement, c'est pas valable pour tous les profils, donc apprendre avec des guillemets pour certains qui nous écoutent aujourd'hui, des réalisations concrètes. Finalement, quelle a été votre plus-value? Qu'est-ce que vous avez concrètement réalisé et obtenu comme résultat? Ça démontre votre plus-value, ça démontre finalement pourquoi est-ce qu'on doit vous prendre, qu'est-ce que vous avez réussi à atteindre dans cette entreprise avec des chiffres clés, idéalement. Ça peut être dans la vente, une augmentation du chiffre d'affaires, ça peut être une optimisation des stocks dans la logistique, la mise en place d'un logiciel qui a permis de gagner en efficacité. Les exemples sont nombreux, mais c'est super important de montrer aussi un petit peu ce que vous avez réellement réalisé. Très important. C'est pas valable pour tous les profils, mais en général, on obtient tous des résultats dans notre travail. Donc mettez-le, mettez-le. Et on arrive à la partie formation. Donc, on est toujours dans l'ordre antéchronologique, donc toujours du plus récent au plus ancien. Pareil, nom du diplôme. Là, ici, soit vous mettez l'année, soit le mois et l'année. Les deux sont justes, ça dépend un petit peu, parce que des fois, on fait une formation qui dure 6 mois et parfois un mois. Donc, ça, c'est un petit peu du cas par cas. On va éviter de mentionner des formations. Oui, mais j'ai suivi une formation de 1 heure sur LinkedIn. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Je te laisse juger. Si c'est vraiment pertinent pour le nouveau poste que tu veux prendre, peut-être, mais attention avec ces longues listes de formations qui ne sont pas pertinentes, où il n'y a pas de date, pas d'année, où voilà, on ne sait pas vraiment quelle est la plus-value, où il y a un grand nombre d'années, j'ai fait une formation sur Photoshop, mais on a changé 15 fois de version. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit pertinent à nouveau. Donc, idéalement, mettez vraiment les formations les plus pertinentes. Et là, peut-être un point d'attention pour certaines personnes qui ont fait pas mal de formations, on peut distinguer la partie formation versus les cours. Donc, on pourrait créer la formation principale si vous avez, je sais pas, études principales, CFC, bachelor, master, MBA, bref, formation principale. Et ensuite, les cours qui sont des cours plus courts, comme son nom l'indique, petit jeu de mots, qui sont, voilà, ça permet de distinguer aussi, puis d'éviter des listes à rallonge avec des cours et des formations mélangées. Voilà. Donc là, vous avez ce magnifique CV avec les différentes catégories. Donc le titre, comme vous l'avez bien compris, qui est essentiel, la photo, pas obligatoire, mais recommandé, vous l'avez compris. Euh, voilà, je le disais tout à l'heure, donc à mon sujet, information, coordonnées, vous l'appelez comme vous voulez, tant que c'est cohérent.
les langues, évidemment, informatique, entre parenthèses, selon le profil, intérêt, loisirs, etc. Les références, compétences clés ou profil, on l'a dit avant, expérience pro, formation et ou cours à voir. Et ensuite, on a encore d'autres rubriques qu'on peut rajouter parce que voilà, on sait qu'il n'y a pas qu'une seule et unique manière de faire un CV. Donc, on a aussi d'autres rubriques qu'on peut rajouter. Et donc, on a par exemple les certifications. Si on est dans la production, par exemple, j'ai souvent des clients qui sont dans ce domaine-là, logistique, production, optimisation des processus. Donc là, on va rajouter par exemple les certifications. Ça peut être des certifications de lean management ou même des certifications ISO, par exemple. Ça mérite de mettre ça en lumière dans une catégorie spécifique. Et ensuite, on a parfois des personnes qui ont des activités extra-professionnelles qui nécessitent une rubrique à part entière, parce que c'est aussi une part de leur personnalité et de leur engagement. Projet personnel, par exemple, pourquoi pas. Et on a parfois des clients qui font partie du board ou qui sont membres d'une association, etc. Donc, mettez-le. Distinction est pris. Je pense surtout à des personnes qui sont plus dans le domaine de la créativité, qui auraient pu Mmh. gagner des awards, etc. Pourquoi pas le mentionner, soit sous les réalisations, ou alors de créer une rubrique particulière pour ça. Les personnes qui ont fait des PhD, qui sont doctorants, en général, on a une rubrique bien spécifique, mais c'est aussi à nouveau bien spécifique pour ce type de profil. Ou alors pour les profils créatifs avec des portefeuilles, portfolio avec toute la partie créative. Permis de conduire, on en a parlé avant, et on a des personnes qui sont très engagées dans le bénévolat, du volontariat, etc. Donc ça peut aussi être une catégorie qui est rajoutée. Donc vous voyez, voilà, avec ce qu'on a vu maintenant, avec les différentes rubriques, qu'il n'y a pas qu'une seule manière, que c'est quand même un peu du cas par cas en fonction de ce que vous faites, de quels sont vos intérêts, quels sont vos engagements. Est-ce que vous voulez aussi montrer, parce que parfois on n'a pas forcément envie de le montrer. Je pense notamment dans les intérêts, on va éviter aussi de mentionner des intérêts en lien avec la religion ou la politique qui pourraient être mal interprétés. C'est pas que vous n'avez pas le droit de le faire, pas du tout, mais c'est qu'on va éviter de mentionner des éléments qui pourraient être voilà, mal interprétés au moment de la lecture du CV. Merci beaucoup Denise. Donc là, on retrouve vraiment, toutes les catégories, donc c'est super clair. Et en fonction, voilà, des profils spécifiques, on a aussi on va dire les rubriques optionnelles qu'on peut rajouter en plus. Donc voilà, déjà, ça Exactement. permet d'avoir une vue d'ensemble. Quand je regarde le CV là, en exemple, j'ai juste une question. Je pense à toutes les personnes qui sortent par exemple d'études, qui sont encore juniors. Mhm. Je vois que la formation est tout en bas. J'ai peut-être pas beaucoup d'expérience professionnelle. Qu'est-ce que tu conseillerais? Pardon, je fais juste une Oui, aparté. oui, c'est Je très suis bien, sûre c'est qu'il y très en a bien. aussi Absolument, oui, oui, c'est très bien. en Donc, live. c'est vrai que l'ordre des rubriques, après, ça peut varier à nouveau en fonction du profil et de l'âge. En l'occurrence, c'est vrai que quand on a un profil plus junior et du coup moins d'expérience professionnelle, on aurait tendance à inverser OK. expérience professionnelle et formation de manière à mettre plus en évidence finalement nos gros atouts, qui est la formation qu'on vient de terminer, et qu'on va mettre l'expérience professionnelle en second. Tout simplement parce que c'est là qu'on y a passé encore plus de temps. On a encore été plus dans la partie académique ou formation. Donc, en effet, on peut parfois intervertir ces deux catégories. C'est quelque chose qui est assez fréquent sur des profils qui arrivent sur le marché de l'emploi. Absolument. Mais Ouais. sinon, pour tous les autres, plutôt expérience professionnelle en haut et formation en bas, comme sur l'exemple. Absolument. Et ce qui est vraiment important, c'est cette partie compétences clés Ouais. que je vois qui manque encore sur beaucoup, beaucoup de CV, et qui est finalement l'élément accrocheur, on va dire aussi du CV, où le recruteur doit voir pourquoi vous êtes le ou la bonne candidate pour ce poste-là. Absolument. Finalement, c'est un peu le résumé du CV, l'accroche du CV. Moi, je dirais que si j'ai la flemme de lire tout le CV, c'est vraiment ce que je lirais en premier, en Ben fait. absolument. C'est vos arguments de vente. Donc vraiment, moi j'aime bien dire que le CV, c'est notre outil de vente. Bah oui, on est dans un domaine où il y a de la concurrence, où il y aura plusieurs candidats. Donc en fait, c'est aussi sa capacité à se mettre en valeur. L'idée n'est pas de surjouer la Non. chose, hein, on est bien d'accord, mais de montrer tout ce que vous savez faire. Ça fait pas de vous quelqu'un qui a un ego surdimensionné, pas du tout. Ça fait juste quelqu'un qui est capable de voir les atouts qu'il a, les compétences, et le recruteur doit le savoir et doit le voir pour avoir envie de vous rencontrer en personne ou par téléphone peut-être d'abord. Mais vraiment, c'est le décrocheur de l'entretien, hein, je le dirai jamais assez. Donc, ça en contribue grandement. Et si vous n'êtes pas à l'aise de le faire vous-même, faites-vous aider. Il y a un grand nombre
de coachs dont je fais partie, et d'autres qui sont super aussi, qui peuvent vous aider. Et c'est parfois aussi plus facile quand quelqu'un d'autre vous accompagne parce qu'on a une vue externe. Et c'est vrai que de le faire pour soi-même, des fois, on y passe des heures, on a 15 versions différentes, on a notre cousin qui a fait 6 mois dans les RH, alors on lui montre notre CV et on le montre aussi à notre voisin, il a aussi, je crois, un poste un peu dans les RH et on lui demande, et finalement on se retrouve avec 25 versions, on est perdu devant notre feuille. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose que j'entends souvent et je pense que certains sourient derrière la caméra aussi. C'est vrai que c'est des choses qui arrivent, donc faites-vous aider, hein. Moi, je dis toujours, si ma voiture elle est cassée ou d'autres choses, hein, je m'adresse à un spécialiste à m'aider. Oui, puis c'est vrai qu'il y a tout ce travail aussi d'introspection, voilà, mes objectifs, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes réalisations. Enfin voilà, c'est tout ce travail d'introspection qui arrive finalement avant la création du CV, quoi. Exactement, exactement. Et c'est normal que ce soit pas évident, hein. Ne vous mettez pas trop de pression. Là, on vous présente le CV comme si c'était quelque chose de très facile, mais je sais à quel point Ça c'est prend pas du quelque temps. chose qui est facile et en effet, ça prend du temps. À Ouais. chaque fois que j'ai voulu commencer mon CV, je me suis dit: «Ah c'est bon, dans 30 minutes, c'est terminé», 2 heures après, j'y étais encore. Ah bah voilà. Voilà, c'est du standard. Vous avez ici à l'écran une photo de CV. Donc, c'est une vraie photo de CV. C'est un vrai feu, évidemment, pour des raisons de confidentialité. On a changé les noms, bien évidemment. Mais donc, c'est vraiment un CV qui a existé. Et on va voir sur le slide d'après. Donc, c'est un retravail total du CV, tant au niveau du contenu, avec les différentes recommandations que je vous ai fait aujourd'hui, mais aussi au niveau de la forme. Donc, vous voyez quand même que c'est un peu le jour et la nuit. Après, on aime le style, on n'aime pas les couleurs, ça, c'est subjectif. Mais j'ai envie de dire, l'idée, c'est vraiment d'avoir un document de vente. Donc, cette personne-là, le CV avant, après, c'est le même profil, les mêmes compétences. On n'a rien changé. Elle a les mêmes skills, elle a le même parcours. Par contre, on va mettre en lumière tout ce qu'elle a pu faire et rendre la chose de manière attractive et vraiment, c'est de mettre les projecteurs sur ce que vous avez fait et il n'y a pas de mal à ça. Donc là, peut-être juste un point d'attention, vous voyez les barres de progression. Je vous ai dit pas de barre de progression pour l'informatique, parce que je vois les questions fuser dans le chat. Je ne comprends pas, il y a des barres de progression. Euh, L'idée, c'est pour le niveau informatique, il n'y a pas forcément besoin de mettre. Ici, on peut le mettre, mais c'est vraiment que pour un aspect de graphisme un peu sympa. Par contre, ça n'enlève en rien le fait qu'on doit mentionner la langue maternelle, le niveau, on le voit ici, niveau B1, niveau A2, etc. C'est essentiel. Donc, ces barres-là ne sont notamment pas détectées par certains logiciels, mais on va y venir après. Et là, peut-être juste une chose. Ah, Mylène, elle va trop vite. Vous avez juste à côté une lettre de motivation, on en a parlé avant, donc c'est quand même, vous l'avez compris, un document essentiel encore dans la postulation en 2025. C'est de nouveau un plus d'avoir une lettre de motivation avec un style similaire que le CV. Pourquoi faire un magnifique CV avec un joli look, des super bien rédigé de manière très pro, et après vous avez une lettre de motivation en noir et blanc, Arial 12, Word. C'est OK, mais on peut faire mieux. Si vous voulez vous distinguer parmi ces 1000 candidats qu'on a vus avant sur certaines offres d'emploi, ça y contribue. C'est votre vitrine, je le rappellerai jamais assez. Ça va avec ce que tu disais avant par rapport à cette histoire de cohérence entre le CV, la lettre, le profil LinkedIn, voilà, que tout soit bien cohérent, qu'on ait la Mmh, même photo, la même charte graphique, les mêmes expériences, c'est enfin ça. voilà, que tout soit aligné et qu'on ne se dise pas que c'est un candidat complètement différent. C'est ça. L'idée, c'est vraiment, comme tu le dis, la cohérence et puis d'avoir cette ligne qui se retrouve, etc. Et ça fait entre nous quand même assez l'effet waouh parce qu'il n'y a Mhm. pas beaucoup de candidats qui font cet effort-là. Donc, je vous assure que c'est quelque chose. Là, je vous donne plein de trucs et astuces. Vous n'avez plus de raison de louper de ne plus obtenir d'entretien d'embauche. C'est de nouveau des détails, mais je vous assure, quand le recruteur reçoit un document qui est bien ficelé, vous vous démarquez déjà. Donc, c'est essentiel. Mm. Avant qu'on passe au sujet des ATS, donc c'est ce qu'on appelle parfois les robots de lecture, ça me semblait important de vous parler d'une offre bien spéciale que je vous propose aujourd'hui spécialement avec JobUp. Donc, vous avez vu,
C'est pour les 50 premiers inscrits, donc c'est quelque chose d'assez exclusif. Merci pour ça. Euh, L'idée ici, c'est maintenant que vous savez, vous avez eu en tout cas pas mal de conseils de comment créer le CV. Vous avez ici la possibilité de commander cette offre qui est bien spéciale pour aujourd'hui, où vous recevez en fait 3 modèles de CV à compléter. Donc, vous ne pouvez pas louper les catégories. Le design est déjà fait. Vous n'avez pas à vous occuper de tout ça. Vous allez gagner beaucoup de temps. Vous n'avez plus qu'à, entre guillemets, compléter le contenu. C'est des CV qui sont évidemment 100% conformes aux attentes des recruteurs en Suisse et adaptés au marché suisse, évidemment. Et en plus de ça, de manière à vous assurer qu'après ce document soit bien réalisé, il y aura une révision personnalisée de votre CV. Donc, une fois que vous l'avez complété avec les différentes choses que vous avez mises en application, que vous avez apprises aujourd'hui, l'idée est vraiment d'obtenir une révision personnelle de votre CV par l'un de nos job coachs ou moi-même, afin qu'on vous dise tout ce qui est super et surtout quels sont les points d'amélioration encore pour professionnaliser encore davantage ce CV-là. Donc là, vous partez avec une très bonne base et je vous ai mis un petit cadeau parce que c'est toujours sympa les cadeaux. Un guide avec quelques introductions sur la lettre de motivation, de comment rendre l'introduction sympathique. C'est vrai que la lettre, c'est bien, mais de commencer, c'est avec plaisir que je vous fais parvenir 6 jours à ma candidature, c'est un petit peu connu. Donc, il y a d'autres manières d'avoir des introductions un peu plus pertinentes et qui donnent plus envie. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'est pour les personnes qui sont à l'aise avec la partie rédactionnelle. Ensuite, on a une autre offre rapidement. Donc, ça s'appelle l'Expert Pack, où là, vous me déléguez la totale parce que vous n'avez pas forcément envie de le faire, ou vous n'êtes pas à l'aise, vous n'avez pas le temps, ou tout simplement, vous préférez que ça soit fait par quelqu'un une fois dans votre vie. C'est un investissement souvent qu'on fait une fois pour quelques années. Donc là, vous pouvez déléguer la réalisation du CV, contenu, forme, évidemment, la rédaction d'une lettre de motivation et l'optimisation du profil LinkedIn, de manière à vous rendre aussi visible sur cette plateforme-là, qui est une plateforme incontournable dans la recherche d'emploi en 2025. Donc là, à nouveau, juste que vous soyez informés, c'est une offre bien spéciale avec le code qui s'affiche sur le haut. Vous l'avez aussi dans le chat, sauf erreur. Oui, oui, Myriam. Myriam Ouais. me fait de la tête, nous c'est tout bon. Donc, vous avez le lien aussi. Mentionnez bien le code. C'est aussi pour une durée limitée. Donc, si vous souhaitez avoir, on va dire, un dossier clé en main réalisé par la CV, euh, vous êtes les bienvenus. Et puis je rappelle aussi que vous allez recevoir le replay, voilà, l'enregistrement par email. Donc voilà, si vous avez loupé des conseils ou vous êtes arrivé un peu en retard, il n'y a pas de souci, vous recevrez également tout ça par email. Absolument. Et on arrive au sujet des ATS. Donc Gros peut-être sujet. que, gros sujet, difficile de parler, comme je disais, des CV sans parler des ATS. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Ouais. Donc ATS, je le rappelle pour certains qui ne le savent pas, donc ça s'appelle Applicant Tracking System. Et très souvent, on a l'impression qu'un ATS, c'est le tri des candidatures par l'intelligence artificielle. Donc non, on va démystifier aujourd'hui un petit peu ces ATS. C'est un sacré business. Excusez-moi de vous le dire, mais oui, c'est vrai. Donc, les ATS, c'est avant tout un logiciel. Un logiciel. Ce n'est pas un robot, non, c'est un logiciel de suivi des candidatures qui est là vraiment pour aider, accompagner les recruteurs à structurer le travail et tout simplement gérer les différentes candidatures et à organiser, structurer. Donc, un ATS, c'est un logiciel comme on peut en avoir d'autres dans la comptabilité, dans l'administratif, dans des gestions de données de clients, etc. Donc, c'est un logiciel. Je tiens à le dire. Ce que ça n'est pas, parce que très souvent, on crée toute une histoire autour de ces ATS, que c'est un robot qui va scanner mon CV, qui va le lire, enfin le scanner, hein, et qui va l'éliminer automatiquement. Donc, ça veut dire que personne ne va lire mon CV. C'est un robot derrière, et c'est pour ça que je ne reçois pas de réponse. Et c'est vrai que certains job coachs nous créent un petit peu de tort par rapport à ça, parce qu'ils jouent un petit peu avec la méconnaissance et la peur autour de ces ATS et font croire à certaines personnes que si on a reçu une réponse négative, c'est parce que le robot l'a éjecté de manière totalement arbitraire et automatique. Donc non. Il existe aussi certains sites pour vérifier si notre CV passe, et puis il est ATS friendly, on entend souvent ce terme en anglais, mais attention,
Messieurs, mesdames, c'est aussi un gros business. Donc, c'est souvent après des sites qui vous proposent d'optimiser votre CV, etc. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je ne suis pas là pour dire ça, mais c'est juste que ne paniquez pas avec ces ATS. C'est surtout un logiciel informatique qui permet de suivre le parcours du candidat et ce n'est pas un robot qui vous éjecte tout automatiquement le CV. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir pour ces ATS? Donc, ces ATS sont quand même capables, en effet, de lire les CV, ça c'est vrai. Certains d'entre eux indexent les CV, donc ils vont donner une sorte de, comme une note, ou ça peut être des couleurs, ça dépend les modèles, hein, on a plein de logiciels qui existent, qui vont dire ce candidat correspond à X%, ou il est dans une catégorie verte, ou plutôt orange, plutôt rouge, etc. Donc oui, il y a une catégorisation parfois, mais il n'éjecte pas automatiquement. Donc ça, c'est vraiment à bien comprendre. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'ATS arrive à lire d'une certaine manière, à percevoir correctement toutes ces compétences et tout cet effort que vous avez fourni pour créer un CV qui tient la route? On va privilégier des polices d'écriture standard. Surtout, on va éviter de prendre des polices d'écriture très artistiques parce qu'on trouve ça très beau. C'est peut-être beau, mais c'est pas lisible, donc on évite. Des rubriques super claires. Le logiciel, il comprend pas si vous mettez pas de titre, etc. Et surtout, vous allez devoir personnaliser quand même le contenu à l'offre. Comme je vous ai dit, certains, ils indexent, donc c'est quand même important de personnaliser. Mais même s'il n'y a pas de logiciel, c'est important de personnaliser. Donc, on ne personnalise pas pour l'ATS, on personnalise parce qu'on est super pro et qu'on veut décrocher des entretiens. Et surtout, quand même très important, on va prendre des formats texte. Donc, on va pas générer un JPEG ou un PNG de notre CV, ni même un PDF au format image. C'est des choses que je vois encore souvent et ça veut dire que ça ne peut pas être lu. Et une chose importante, parfois je vois des CV où les personnes trouvent magnifique de mettre le logo de l'entreprise. Alors, non, non plus, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que c'est pas lisible. Et les ATS n'aiment pas trop tout ce qui est pictogramme, icônes, etc. Donc, les éléments graphiques à foison, c'est peut-être très joli, mais on évite. On y va Attention, quoi. avec parcimonie. Oui, J'ai un autre absolument. exemple qui rejoint un peu les logos des entreprises, c'est les drapeaux pour les langues. Ah oui. Au lieu de mettre la langue écrite, on le met avec un drapeau. Mais du coup, la TS va pas le lire. Non, 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 ça on va éviter. Donc on peut le mettre en déco, mais vraiment, je recommande pas du tout. On va vraiment favoriser le nom de la langue qu'on parle avec le niveau, de mettre juste le drapeau. Ça passe sous les radars. Ok, Ça passe sous les radars, ouais, ok. absolument. Bon à savoir. C'est mieux. Et par rapport à cette démystification des ATS, j'ai pas été pris parce que l'ATS m'a éjecté automatiquement. Une information chiffrée intéressante. Donc, 80% des entreprises, elles n'utilisent pas d'outils automatiques pour filtrer les candidatures. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ATS, ça veut juste dire qu'il n'y a pas d'outils de tri automatique. Donc, je précise bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ATS. Et effectivement, ça remet bien en perspective les choses. Le chiffre est vraiment impressionnant. Donc, enfin bon, je veux pas. Ok, je passe à la slide d'après. Non, mais c'est vrai que c'est un bon point. C'est comme on a dit, hein, ces ATS, ça fait vraiment couler beaucoup d'encre. Ça fait très peur. Alors, l'idée, c'est pas non plus d'être complètement naïf, parce que oui, il y a de l'intelligence artificielle, oui, il y a des logiciels qui vont chaque fois plus loin et qui se développent énormément. Mais on n'en est pas là. Mais on n'en est pas au stade où c'est un robot qui va dire, qui va lire ton CV, Mylène, et qui va dire non, et puis c'est éjecté, puis tu reçois une réponse automatique de manière négative. On n'en est pas là. Il y a des indexations, oui, ça existe. Donc ça, il faut quand même que ça soit lisible et que ça soit adapté, ça oui. Donc vous pouvez pas genre, fermer complètement les yeux par rapport à ça. Mais je suis là aussi pour vous rassurer un petit peu. Donc Tout va bien. tout va Mon bien. CV est vraiment lu par un recruteur. Oui. Et peut-être un élément quand même important, vous avez ici, c'est une capture d'écran d'une annonce récente sur JobUp. Vous avez parfois sur certaines candidatures une partie questions, comme on voit ici, expérience dans l'achat de produits dans le secteur du vin, grande capacité à négocier, etc. Puis vous devez répondre par oui ou par non. Important à savoir. Si vous répondez oui à toutes les questions, vous allez atterrir dans une sorte de catégorie, une sorte de dossier
Ou le recruteur va dire, si jamais, cher recruteur, tous ces candidats-là ont répondu oui à tes questions existentielles. Parce que ces questions-là, c'est en effet un recruteur qui a décidé Exact. de les sélectionner, de les choisir, en disant, c'est des éléments essentiels pour moi du futur candidat. Donc, ça permet déjà d'aider à trier mes candidats. Ça ne veut pas dire que si vous cliquez sur non, vous n'allez pas être vu, mais ça veut tout simplement dire que le recruteur devra aller manuellement dans le dossier, dans la box, vous l'appelez comme vous voulez, des candidats qui ont répondu à une, deux ou trois questions de manière négative. Cela ne veut pas dire qu'il faut mentir, c'est pas ça que je vous dis, c'est juste d'être bien attentif à ces éléments-là. Que voilà, c'est pas ça, c'est pas un ETS, c'est juste une aide à la gestion des candidats. Parce que c'est vrai quand on est recruteur récemment, j'ai participé à un processus de recrutement dans le domaine commercial. En 2 semaines, je crois, sur une offre publiée sur JobUp, j'avais à peu près 300 candidats. Donc, ça nous aide avec quelques questions de faire une première sélection. Souvent, c'est vraiment en fait les critères qui sont essentiels, obligatoires pour le poste. Donc voilà, ça permet aussi aux entreprises, bah, oui, de faire un premier tri parce que c'est vrai. Et vous, en tant que candidat, en fait, ça vous permet aussi de voir les critères qui sont vraiment importants pour l'entreprise et voilà, pour aussi savoir un peu comment vous vous positionnez par rapport à vos compétences et au poste. Exactement, exactement. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tous les CV sont à un moment donné consultés par un recruteur. On l'a vu, c'est très court. Donc, consulter ne veut pas dire qu'il va lire votre roman. Donc, ne faites pas un roman. Donc, j'insiste là-dessus. J'avais d'abord écrit tous les CV sont lus. Et je me suis dit, il ne faut pas que je vous mette ça parce que lu, non, c'est pas forcément lu, c'est surtout consulté. Donc, c'est un laps de un laps de temps très court, on l'a vu. Donc, ça nécessite quand même d'avoir un document qui tienne la route. Donc, les règles d'or, on est plutôt sur 2 pages habituellement maximum pour des personnes qui ont plus de 10 ans d'années d'expérience. On peut parfois atteindre jusqu'à 3 pages pour des doctorants et autres, mais en général, on est entre 1 et 2 pages dans le 90% des cas. Format portrait, évidemment, les PDF. Oui, vous allez toujours envoyer votre CV en PDF, on ne l'envoie pas en Word. On génère un PDF au format texte, évidemment. Vous évitez d'envoyer un PDF avec une taille énormissime où on a de la peine à le télécharger. Contenu clair et structuré, ça c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Personnalisé au poste, je crois que je le dirai jamais assez. C'est pas un CV où vous allez pouvoir utiliser chaque fois le même pour les différentes postulations. Non, ça nécessite d'être retravaillé. On ne parle pas de 5 heures de retravail sur chacun des documents. Non, on parle surtout de l'adapter. Et n'oubliez pas vraiment cette partie plus réalisation qui démontre la plus-value. C'est vraiment essentiel. Et j'aime bien clôturer sur cette phrase qui dit que le lion échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie. Donc 85% de sa vie est un échec. Alors qu'est-ce qui fait de lui le roi de la savane? Sa persévérance. Pourquoi je vous dis ça? Oui, c'est un petit peu philosophique aujourd'hui. C'est surtout pour vous dire que la durée moyenne au chômage, alors les stats varient et les chiffres varient aussi, mais le SECO, qui est le secrétariat d'État à l'économie, on est sur une moyenne de 5 à 7 mois selon l'âge, les profils, etc. Le secteur aussi, la région géographique en Suisse. Tout ça pour vous dire que la persévérance, c'est la clé d'une recherche d'emploi. Parfois, on met tout en œuvre, on fait faire un CV, on commence à postuler, et au bout d'un mois, on n'a pas de réponse et du coup, c'est la panique. Non, ça prend du temps de trouver un job et ça va parfois jusqu'à 12 mois, voire plus selon les profils. Donc, la persévérance, c'est la clé de beaucoup de choses et encore plus dans la recherche d'emploi. Merci Denise. On va maintenant passer aux questions. Je me suis permise il y a 2 minutes de prendre déjà mon téléphone pour voir les questions que Myriam m'a envoyées. Alors, on en a reçu énormément, donc déjà merci à vous pour toutes les questions posées. Une première, qu'est-ce qui fait qu'un CV est éliminé rapidement?
Donc, éliminer rapidement, je présume qu'on ne parle pas forcément des ATS, je pense que c'est une question plutôt globale. Alors, un CV, par exemple, où le recruteur, très rapidement, dans les 5 à 10 secondes, comme on a vu avant, va décider qu'il ne va pas retenir ce candidat, c'est tout simplement parce que lui, il a ses critères essentiels. Donc, il cherche peut-être une personne qui a déjà 5 à 10 ans d'expérience dans un domaine, qui parle telle ou telle langue. Et si en fait, dans ce premier scanning visuel qu'il va faire, il voit que ces éléments-là ne correspondent pas, eh ben, il va tout simplement l'éliminer très rapidement. Donc, c'est vraiment penser qu'une offre d'emploi, vous avez d'une part, c'est offre et demande, hein, on est dans le même cas. On a le recruteur qui a des besoins spécifiques, vous y allez avec des compétences spécifiques. Est-ce qu'il y a un match? Je crois que c'est surtout là que ça se décide. Et oui, c'est vrai que des fois, ça va très vite parce qu'on voit tout simplement que les critères qu'on recherche, où la personne n'a pas d'expérience dans le domaine, où elle n'a pas un diplôme qu'on a absolument besoin, et ben du coup, on va assez vite éliminer la personne. Ouais, absolument. Merci Denise. Il y a une autre question que je vais sélectionner, c'est l'offre d'emploi pardon, est en anglais, mon CV est en français. Mm. Est-ce que je peux postuler comme ça? Très, très bonne question. Merci pour la personne qui a posé cette question. Oui, c'est vrai que c'est un point qui revient souvent de la part de mes clients aussi en disant, bah voilà, j'ai mon CV, il est super, il est en français, mais je viens de tomber sur une offre en anglais. Bon, je suis bilingue ou je maîtrise très bien l'anglais, je travaille souvent en anglais. Je peux l'envoyer comme ça, on est d'accord? Non, on ne peut pas envoyer comme ça. Donc vraiment, il y a une règle unique. On postule dans la langue de l'offre d'emploi. C'est très important. Du coup, en Suisse romande, tu conseillerais quoi? D'avoir vraiment deux versions de CV, Mm. français-anglais ou... Ça dépendra du type de poste. Ok, Parce que c'est vrai que dans certains domaines, on aura quasi, je ne sais pas si on est, exemple, je sais pas, la logistique me vient en tête. Souvent, les offres sont plus en français, alors que si on est mené à je ne sais pas, à travailler dans le milieu international. Parfois, vous avez l'offre en français et dans une autre entreprise, ça sera en anglais. Donc, à nouveau, il n'y a pas une règle unique. Ça dépend un petit peu du secteur dans lequel vous êtes et le type de rôle que vous avez. Ouais, ok, absolument. Mm. d'accord, donc à voir. Mais mieux vaut avoir les deux, comme ça vous êtes tranquille. Parce qu'il n'y a rien de pire Ouais, quand on a trouvé un super job, qu'on a envie de postuler, qu'on voit que le délai est court parce qu'on vient de découvrir l'offre d'emploi ou autre, et puis qu'on est dans un stress pas possible parce que finalement, on a le CV en français et qu'ils nous le font en anglais et qu'on s'arrache les cheveux pour s'occuper de la traduction. Donc, ouais. Comment faire quand on a des trous dans son CV de plusieurs années, donc notamment bah voilà, quand on a arrêté de travailler mhm. ou ce genre de choses. Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Moi, je pense que c'est quand même bien d'être très transparent, de ne rien mentionner. On n'a pas rien fait pendant 10 ans. Mhm. Donc, ça peut être une pause pour un séjour sabbatique, ça peut être une pause pour des raisons familiales, pour une raison De de santé. formation, de santé. La santé, c'est toujours un petit peu délicat parce que comment est-ce qu'on le mentionne sans rendre la chose dramatique? Bon, il y a toujours un peu des trucs et astuces, mais soyez assez transparent sur les trous. De toute manière, c'est des éléments qui vont ressortir au moment de l'entretien d'embauche. Donc, n'ayez pas peur de parler d'une pause professionnelle ou autre. C'est vrai quand on découvre des CV où la première ligne, finalement, c'est un poste qui date il y a 8 ans, le recruteur va clairement se poser la question, qu'est-ce que vous avez fait depuis 8 ans ou 4 ans ou 5 ans? Donc, mentionnez quand même ce que vous avez fait. Et là, de nouveau, on peut vous aider pour ces aspects-là, parce que c'est vrai que parfois, c'est pas évident de savoir comment se vendre par rapport à ça, mais chacun a ses raisons et c'est complètement OK. Donc, c'est juste de savoir comment est-ce on le market d'une certaine manière, on le présente, absolument. Je vois l'heure, je vais prendre du coup une dernière question. Je suis désolée du coup, j'ai pas pu toutes les prendre. Peut-on mettre un QR code avec notre profil LinkedIn sur le CV? Oui, on peut le faire. Après, moi, je préfère l'URL directement parce que ça veut dire quand même que le recruteur doit prendre son téléphone, faire le scanning, etc. C'est quand même un peu plus rapide et plus commun de mettre l'URL directement. Donc, c'est plutôt ce que je favorise, bien que le QR code ne soit pas une énorme erreur. Mais c'est vrai que j'ai vu certains CV avec le QR code aussi grand que la photo. Non, ça ne va pas ça. Donc c'est pas absolument oui, absolument non, mais je déconseille. Je Vaut mieux un, déconseille un bon vieux lien. un bon vieux lien, comme on dit, absolument. Pareil pour l'email d'ailleurs, hein, c'est bien d'avoir un lien qui envoie directement sur l'adresse mail. Merci beaucoup, Denise, pour tous tes conseils. J'en profite pour faire ma minute pub. Vous pouvez déjà vous inscrire au prochain webinaire. Myriam va vous envoyer le lien dans le chat. Réussir sa carrière dans l'horlogerie, tendance et stratégie.
gagnante qui aura lieu le 6 mai à midi et ce sera avec Pascal Sturchler. Euh, voilà, donc je vous attends nombreux. C'est notre premier webinaire vraiment voilà, sur une thématique bien précise. Donc voilà, j'espère que ça va vous apporter plein d'outils et de clés pour ce domaine-là. Et j'en profite aussi, donc comme vous le savez, avec jobup.ch, on organise des webinaires tous les mois. Donc vous pouvez également revoir tous les précédents webinaires. Myriam va également vous envoyer le lien dans le chat. Il y a déjà plein de thématiques qui ont été abordées. Donc je suis sûre que ça pourra vous aider si vous avez un problème en particulier. Ben, je pense qu'on est tout bon. Vous allez recevoir également un petit formulaire quand vous allez fermer le webinaire pour partager votre avis sur le webinaire. Ça nous ferait très plaisir d'avoir vos différents retours, savoir ce que vous en avez pensé et surtout ce que vous voulez voir pour les prochains. Absolument. Merci encore Denise pour tous tes conseils aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de t'avoir et voilà, d'avoir pu traiter cette thématique qui est essentielle, le CV. Avec grand, grand plaisir. Merci. Vous avez été nombreux aujourd'hui. Ouais, encore une Vous fois, avez été, merci à vous avez vous. été très nombreux, donc merci pour ça. Et n'hésitez pas, on peut avec plaisir rester en contact si vous en avez besoin. Merci et à bientôt. Bon après-midi à tout le monde.